Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Il y a eu un plan de perturbation de l'État béninois. Le ministre de l'Intérieur en est convaincu suite à une nouvelle saisie de munitions de guerre à Lomé à destination du Bénin, après celle du 30 avril dernier opérée au Bénin. À suivre, la déclaration de Saka Lafia. Et puis, polémique sur la désignation des personnalités représentant le Parlement au Conseil électoral. Y a-t-il eu, oui ou non, violation du code électoral? James Ouliang Bagidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, clarifie. Bonification du climat des affaires au Bénin par l'accès à des facilités foncières. Chantier abouti et expliqué aux opérateurs économiques ainsi qu'aux experts judiciaires, les notaires notamment. À suivre l'afterwork de l'NDF. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision nationale. Il y a eu bel et bien un plan de perturbation contre l'État béninois. Le ministre de l'Intérieur en est persuadé. La nouvelle saisie de munitions de guerre à Lomé qui a suivi celle opérée le 30 avril dernier au Bénin conforte Saka Lafia dans cette intime conviction. Suivant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans une déclaration faite ce matin. Les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné. Le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1h du matin, une voiture immatriculée TG 8827 AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana. La fouille du dit véhicule a permis de retrouver 2 cartons contenant au total 1300 cartouches de calibre 12 mm soigneusement dissimulées sous les bagages. Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule figure un Béninois qui a déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin. C'est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude de notre sous-région. Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos 2 pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition. Par ailleurs, cette prise en territoire togolais, ajoutée à celle des 70 000 cartouches saisies par la police républicaine, achève de convaincre du sérieux des informations faisant état de plans de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité. En outre, ces prises interviennent à la suite d'appels publics lancés par certains acteurs politiques en faveur d'un soutien conséquent à des personnes armées appelées auteurs des actes graves enregistrés dans les communes de Savé, Banté et Chaourou dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. En tout état de cause, le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national.
Et puis, cette question qui enfle dans l'opinion depuis la désignation par le Parlement des personnalités devant siéger au Conseil électoral. Il y a-t-il eu, oui ou non, violation de la loi électorale, notamment au sujet de M. Abou Boukari Adam Soulé, qui était même déjà membre de la Sénat finissante. James Ouliang Bagidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, clarifie. Je peux vous dire sans embâche qu'il ne s'agit aucunement d'une violation du code électoral, ni même de l'actuel code, le nouveau, c'est celui qui est en vigueur depuis 2019, encore moins du code électoral antérieur, parce qu'il s'agit bien du Conseil électoral cette fois-ci. Le Conseil électoral qui est l'une des composantes de la nouvelle mouture de la Commission électorale nationale autonome. Et donc, en désignant M. Adam Soulé Boukari pour siéger au sein de ce conseil électoral, les députés n'ont pas violé le code électoral et on a en présence deux institutions fondamentalement différentes. Le conseil électoral est un organe qui fait partie de la nouvelle commission électorale nationale autonome, je dirais la future commission électorale nationale autonome. Et ce conseil électoral a vocation à exercer certaines fonctions qui sont beaucoup plus politiques au sein de cette institution. Si vous avez bonne mémoire, il a commencé à siéger au sein de la Sénat en 2018 en remplacement du professeur Bossou de regrettée mémoire. Il n'a donc pas effectué en soi un mandat entier, complet au niveau de la commission électorale nationale autonome. Et donc, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'une violation de cette disposition de la loi. En plus de cela, je peux ajouter que les deux institutions sont tellement différentes que la Sénat, en train de finir sa mandature actuelle, a eu 7 ans d'existence, alors que la prochaine Sénat, le Conseil électoral, aura une durée d'existence de 5 ans. Parlons économie à présent, avec la bonification du climat des affaires, ou son amélioration si vous le voulez. Le Bénin valorise ses efforts en la matière. Parmi les chantiers sensibles, il y a les questions de sécurité et de facilité foncière. Une embellie se dessine. Suivant à ce propos les éclairages issus de l'Afterwork dédié aux réformes de l'ANDF, l'Agence nationale pour le développement du foncier au Bénin. Blaise Adampo et Louis Kouloubo. Autorités communales, notaires, opérateurs économiques, investisseurs, il y a du beau monde à ce rendez-vous d'échange et d'information. Le sujet de cette soirée porte sur les réformes du foncier, avec un accent particulier sur le transfert de propriété du titre foncier. Le développement du thème est confié aux spécialistes, l'Agence nationale du domaine et du foncier. Le gouvernement du président Patrice Talon a fait le choix de moderniser le dispositif de gestion foncière et domaniale dans notre pays. Et ceci passe par la dématérialisation, entre autres, du cadre de gestion foncière et domaniale. Désormais, les données sont mieux sécurisées. C'est pour cela que plusieurs plateformes numériques sont mises en place. Il y a la plateforme ITER qui a été mise en place au sein de l'ANDF pour dématérialiser toutes les procédures que nous appliquons à l'interne. Et puis, il y a une plateforme iNotaire qui a été mise en place pour interagir avec la Chambre des notaires du Bénin. La présence des maires témoigne de l'importance du sujet. S'il n'y avait pas eu de telles initiatives, on se demande si un jour on n'allait même pas fuir à cause des problèmes de Manu. Transférer une propriété au Bénin, désormais, c'est une chose aisée. En 3 jours, les statistiques sont publiées, je crois, sur le site web de l'ANDF. Chaque semaine, vous pouviez voir le nombre de transferts de propriété opérés. La tâche revient maintenant aux différents acteurs de la chaîne du foncier. Ils pourront compter sur l'appui de l'ANDF pour couvrir leurs prestations en matière foncière. Voilà donc pour l'Afterwork de l'ANDF, l'Agence nationale pour le domaine et le foncier. On va aborder enfin
un autre indicateur de l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit de l'énergie. La capacité énergétique du Bénin est aussi de loin un facteur attractif pour les investisseurs. Derrière, il faut déployer des efforts budgétaires conséquents. Question au cœur de l'élaboration du budget du ministère dédié et pour le compte de l'année 2022. Le document de programmation qui en sortira sera la boussole des différents investissements publics imminents. Lénaïk Agbazaou, Benjamin Denayon. Des initiales de 9 intervenants à l'écran. En face, 2 hauts responsables du ministère de l'Énergie. Covid oblige, les interlocuteurs échangent par visioconférence. Cette réunion virtuelle est dénommée conférence de performance et se déroule dans le cadre du lancement du processus d'élaboration du budget gestion 2022 du ministère. C'est une activité au cours de laquelle l'on procède à la circonscription ou délimitation de la performance en vue l'année N+1, après avoir essayé donc d'estimer le profil budgétaire du ministère à l'atterrissage l'année N. La programmation et l'exécution du budget 2022 de notre ministère se feront suivant la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État par programme pluriannuel. Les défis à relever sont donc très grands en termes de rigueur dans la planification, afin que les ressources accordées à notre département ministériel par le ministère de l'Économie et des Finances puissent permettre de réaliser les objectifs que nous a assignés le président de la République, M. Patrice Talon. L'énergie occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. En témoigne la construction d'importantes infrastructures afin de garantir un système d'alimentation stable et durable. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de l'énergie a été un secteur prioritaire pour le gouvernement sur les 5 dernières années. Et cette priorité va s'accroître certainement avec le second quinquennat renouvelé au chef de l'État. Et les défis sont toujours là. Le présent exercice va concourir à l'élaboration d'un budget inclusif qui va tenir compte des programmes et projets prioritaires du secteur, avec en ligne de mire l'autonomie énergétique du Bénin. Actualité du secteur portuaire. Une association y est née pour fédérer les actions des releveurs. Les agents des différentes sociétés de relevage agréées y sont impliqués pour désigner leur directoire, le bureau exécutif précisément. Marcela Rossi et Rodrigue Blondoumé y étaient. Tout pays que Dieu a gratifié d'une façade maritime est un pays béni. Ils disent être impactés par les réformes comme les autres maillons de la chaîne portuaire. L'amélioration des conditions de vie des tâcherons est désormais au cœur des préoccupations des autorités du secteur de relevage. L'heure est donc venue de montrer aux autorités portuaires et à nos partenaires notre importance à travers notre organisation pour la défense des causes de notre secteur et surtout afficher notre adhésion aux réformes salvatrices impulsées par notre commune maison. Cette assemblée générale pourrait avoir le mérite d'enclencher la bonne organisation de ce secteur dont les services sont presque indispensables au bon fonctionnement du port autonome de Cotonou. Il faut qu'on sache qu'aucun secteur d'activité dans cette vie ne réussit s'il n'est bien organisé. Chacun doit s'y impliquer manifestement. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le ministre, saluer le travail qui a battu jusqu'à présent pour l'organisation de ces assises et souhaiter que les travaux se déroulent dans la convivialité. Nous osons croire que le bureau qui naîtra ne cherchera en aucun moment les voies et moyens pour briser les intérêts des ouvriers de relevage. Le bureau est déjà né, avec à la tête des 9 membres, Balthazar Didogbe, élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Merci beaucoup.
Nous sommes en mai, mois annonciateur des examens. Pour bientôt, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2021, sont désormais fixés. Ils plancheront en éducation physique et sportive, en saut en hauteur et lancer de balles. Pour l'éducation artistique, ils seront soumis à l'épreuve de couture. Le tirage au sort de ces épreuves s'est déroulé ce vendredi hier à Porto Novo, sous l'œil vigilant du ministre des Enseignements maternels et primaires, sous l'œil également de Brice Rumbo et de Firmin Bassao. C'est sous des applaudissements nourris des candidats et des responsables de l'éducation présents que l'épreuve de couture et celle du saut en hauteur et du lancer de balles ont été tirées. Tirage au sort effectué par 2 apprenants choisis au hasard, dont une fille et un garçon. En réalité, ça ne doit pas vous faire peur parce que vous devriez déjà préparer pour ça. Cependant, et ceci s'adresse à nos collaborateurs que sont les enseignantes et les enseignants, il y a encore 1 mois, comme je l'ai dit tantôt, pour parfaire les insuffisances en la matière. Donc je vous invite, apprenants et enseignants, candidats surtout, à utiliser ces jours pour peaufiner vos compétences en couture. Je retiens également qu'en éducation physique et sportive, vous avez tiré pour cette session 2021 le saut en hauteur et le lancer de balles. C'est un exercice qui requiert certains mouvements, qui demande la mise en œuvre de certains critères. Là également, j'invite nos collaborateurs que sont les enseignants à préparer encore pendant les quelques jours qui restent là nos candidats afin que cette année, nous puissions améliorer nos résultats. L'examen du CEP 2021 intervient une fois encore cette année dans un contexte de crise sanitaire. Le ministre appelle tous les acteurs de l'éducation à l'observance des gestes barrières. Le CEP 2021 aura lieu le 7 juin prochain. Et pour bien préparer les candidats aux différentes épreuves, la mairie de Cotonou a lancé une série de travaux de renforcement et de révision, communément appelés TD, travaux dirigés au profit des candidats, et ceci au CEG Saint-Rita de Cotonou. Entouré de ses collaborateurs et du directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le maire de Cotonou, Luc Setondji Atropo, est allé motiver les candidats qui préparent les différents examens nationaux. Reportage. Nous avons lancé ce matin les travaux dirigés ici au CEG Saint-Rita. De Boycon à Cotonou, l'engagement social de Luc Atropo reste le même. En cette veille des examens scolaires, le maire de la ville vitrine du Bénin lance l'organisation des travaux dirigés au profit des élèves candidats avec un saut spécial, la gratuité. Le CEG Saint-Rita est l'un des 25 sites retenus pour abriter ces travaux dirigés. L'équipe d'organisation a pris contact avec M. le maire, lui a posé le problème des TD qu'il avait l'habitude d'organiser à Boycon. Il n'a pas hésité à accepter. Ils ont commencé à préparer les TD et je pense que c'est l'aboutissement en ce jour-ci. Il y a non seulement les écoles publiques mais aussi les écoles privées, sans oublier l'école des sourds, muets. C'est la manière pour la mairie d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous savez, les parents d'élèves font beaucoup. Toute l'année, les parents sont aux côtés des élèves, des candidats. Les enseignants font beaucoup. Nous sommes aujourd'hui à un moment où l'État s'implique beaucoup dans l'éducation par les investissements qui se font. Les collectivités territoriales, les communes ne peuvent pas être en marge. La relève de qualité de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Il faut que nous soyons à leur côté, que nous leur disons qu'ils ne sont pas seuls. Et nous avons eu le temps de le leur dire. Luc Setondji Atropo entend réédicter cette action chaque année tout au long de son mandat. Il a également promis aux candidats que les meilleurs aux examens seront primés.
Reportage de Robert Copin-Edor qu'on retrouve dans un sujet dédié au financement de l'éducation. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous réfléchit au financement du secteur, surtout en cette période marquée par la pandémie à coronavirus. Un atelier s'est déroulé à Cotonou à cet effet ce vendredi. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation célébrée du 26 au 30 avril. On retrouve Robert Copin-Edor, Alexis Segbemon. Le financement de l'éducation, une préoccupation au cœur des échanges ici. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous débat du sujet avec les partenaires techniques, l'État et la Fédération des associations des parents d'élèves. Ils font ensemble le point du financement du secteur ces 5 dernières années par l'État et la part contributive des parents d'élèves. Il plaide aussi pour plus de mobilisation de ressources financières au profit du système éducatif. Entre autres recommandations, nous énumérerons 1. Augmenter le financement public de l'éducation à 20% des dépenses publiques. 2. Augmenter leur assiette fiscale afin d'accroître les ressources en s'efforçant d'atteindre un ratio impôt-PIB minimum de 20%. Garantir des systèmes éducatifs inclusifs grâce à un financement équitable et à des programmes qui donnent la priorité aux plus marginalisés. De son côté, le gouvernement rassure de sa disponibilité à prendre en compte ces recommandations. Au nom des ministres en charge de l'éducation et au nom du gouvernement, je m'engage à examiner les recommandations qui seront formulées à cette occasion par la société civile en vue de les prendre en compte dans le processus de réforme du système éducatif enclenché par le gouvernement du président Patrice Talon. Je me réjouis de rappeler à cette tribune que le gouvernement du Bénin fait l'effort de respecter le seuil mondial d'allocation du budget de l'éducation par rapport au budget général de l'État, parfois plus de 25% du budget général de l'État. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Le thème de cette édition, plus et mieux financer l'éducation, 1 milliard de voix. Instant environnement. Intéressons-nous à ce phénomène climatique observé depuis quelques années. Il s'agit de perturbations de saison qui s'expliquent par des pluies précoces ou tardives. Le sujet a préoccupé une équipe de la rédaction qui s'est rapprochée des spécialistes de la question. Voici le reportage de Jean-Claude James et de Bénédicte Rossou. À une période bien indiquée de l'année, c'est un phénomène naturel qui s'observe. Des gouttes d'eau qui tombent des nuages vers le sol. C'est la pluie. Cette année au Bénin, elle a démarré plus tôt que prévu par l'Agence nationale de la météorologie. Elle est précoce. Dans la normale, c'est-à-dire la période de référence que nous avons définie comme étant la date de démarrage dans la zone sud de notre pays, c'est entre le 28 mars et le 4 avril. Mais vous allez constater que cette année, la pluie a bien démarré avant cette période. Seulement que nous avons enregistré beaucoup de pauses pluviométriques qui ont duré dans le temps. Il s'agit des séquences sèches, un autre paramètre qui offre parfois des avantages aux acteurs du monde agricole. En début de saison, nous avons prévu que nous allons assister à des séquences sèches qui seront longues. Et c'est ça que nous constatons pendant ces derniers moments. À la fin de la saison, c'est une bonne nouvelle pour les paysans. Nous allons assister à des séquences sèches qui seront plus ou moins courtes. Ça favorise bien le développement des cultures. Alors, le dernier paramètre agrométéorologique que nous déterminons, c'est la date de fin. Cette année, pour ce qui concerne la zone sud de notre pays, la date de fin, c'est vers la dernière décade du mois de juillet. En ce qui concerne la quantité de pluie qu'on aura enregistrée au cours de cette année, cette quantité sera un peu moindre par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer en début de saison. Mais vers la fin, c'est-à-dire vers le mois de juillet, cette quantité va excéder un peu ce qu'on a l'habitude d'observer dans le temps. Dans le nord du Bénin, une région caractérisée par une seule saison pluvieuse,
Le constat sera le même, à quelques différences près, selon l'ingénieur. Les changements climatiques sont pointés du doigt. Depuis un moment, vous allez constater que les paysans ont du mal à déterminer avec exactitude les dates de démarrage des saisons. Alors, Météo Bénin a réfléchi avec les pays de la sous-région en mettant en place les prévisions saisonnières afin de permettre aux paysans de savoir quand est-ce que la saison a réellement démarré. À côté de ce travail scientifique, il existe d'autres réalités dont seuls les gardiens de la tradition détiennent le secret. Quand nous notons un retard durant la saison pluvieuse, nous interrogeons le Fa. Nous faisons des sacrifices pour qu'il pleuve sans causer de dégâts. Précoce ou tardive, la pluie reste un allié indispensable pour tout pays qui mise sur la production agricole. Peut-être tardive dans ce journal, retour sur la célébration de 2 journées internationales à l'ORTB. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, même si on se sert un peu tard. Il s'agit de la Journée internationale de la liberté de la presse et de la Fête internationale du travail. L'ORTB a marqué ces 2 célébrations par un match de gala qui a réuni le personnel de l'office. C'était aussi l'occasion pour relancer les activités de Nagra FC. Retour sur les temps forts de ce match de football avec Robert Copin-Edor et Junis Setondji. Match de gala entre personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. C'est le canal choisi par ces professionnels des médias pour célébrer la fête du travail et la journée internationale de la liberté de la presse. Et pour lancer les hostilités, c'est le directeur général de l'ORTB, Jean-Philippe Eric Abraham, qui prend le devant. C'est parti pour un bon moment de spectacle footballistique. Sur le rectangle vert, ces férus du Curon ont démontré leur savoir-faire. Cette occasion a permis aux joueurs de Nagra FC de se retrouver et de renouer avec les activités entre-temps impactées par la Covid-19. Au fait, c'est sur les signes de retrouvailles. Parce que vous savez, depuis Covid, nous n'avons plus le temps de nous retrouver. Nagra est resté pratiquement en hibernation comme toutes les équipes sportives. Donc, on a profité de la fête du 1er mai et également de la journée internationale de la presse pour combiner les 2 événements ensemble. Cette soirée nous permet de revoir un peu les forces en place au sein de l'office. Et à partir de ce match, de ce petit tournoi, on va voir ce qui peut porter haut les étendards de l'office pour les prochaines séances sportives entre institutions de la place. Donc c'est le début des activités de Nagra Foot. Au finish, c'est l'ORTB qui gagne. La rentrée sportive de Nagra FC démarre déjà sur les chapeaux de roue. Finissons volontiers ce journal par un instant de générosité à l'endroit notamment de personnes isolées presque tout le temps. La communauté Jamaat islamique Ahmadiyya soutient le Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou. Elle a offert ce vendredi des vivres aux patients du dit centre. Le don s'inscrit dans le cadre de la semaine de générosité initiée par cette communauté à l'occasion du Ramadan. Stanislas Limpon, Rodrigue Blondoumain pour le témoignage. Jamaat islamique Ahmadiyya manifeste sa générosité aux patients de Djako à Cotonou. Elle offre à ce centre national hospitalier universitaire de psychiatrie des vivres, des matériels d'hygiène et d'assainissement. Ici, le suivi général du centre reçoit le don de la communauté Ahmadiyya. Comme d'habitude, chaque année, à l'occasion de la fête du mois de Ramadan, nous partageons des vivres aux pauvres, aux prisonniers, aux malades et les orphelins. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes présents ici au centre psychiatrique de Djako pour apporter un petit sourire à nos frères qui sont malades avec ces gestes symboliques. Là, le contenu
Ce geste de Jamaat Islamique Ahmadiyya n'est pas insignifiant. Il comble un vide non moins important, avoue l'administration de ce centre. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous veniez. Vous êtes un acteur très actif de ceux-là qui appuient l'hôpital. Donc nous n'allons pas dire que ce que vous avez apporté aujourd'hui, c'est une petite chose, ce n'est pas vrai. C'est une très grande chose. Parce qu'il n'y a pas que le médicament seul qui participe au traitement du patient. Comblés de joie, les bénéficiaires directs gratifient le donateur de leur talent, l'expression de leur reconnaissance. Fin de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Merci de l'avoir reçu chez vous. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. Bonsoir chez vous.